17h, 19h, Michel Pierrard. L'amour en question aujourd'hui dans Portrait d'ici sur France Bleu Orléans à 17h05 et jusqu'à 18h. Un invité dans Portrait d'ici, David Simard. L'amour, c'est ne faire qu'un, oui. Mais lequel? Affreuse question abominable. L'une des nombreuses questions qu'il pose dans le livre qu'il vient de signer chez Larousse et qui vient de paraître en avril. L'amour à l'épreuve du couple. Il est psychologue, il est psychosexologue, il est philosophe. Il n'a que 38 ans mais il en connaît déjà un rayon sur ce vaste thème qu'est l'amour. David Simard, mon invité dans Portrait d'ici. 17h10, Portrait d'ici, avec à mes côtés David Simard. Il est orléanais, il est philosophe, il est psychosexologue. Il a 39 ans. Depuis quelques jours, il a anciennement dirigé la revue de philosophie sciences humaines Res Publica aux éditions universitaires de France, les fameuses PUF. Il a été également membre d'une association dont nous parlerons sans doute, intéressante, qui s'appelle Gender, et qui traite des questions de genre, féminin, masculin et autres. Pourquoi pas, je pose la question. Maîtrise de philo en poche, bien sûr. Il vient de signer et donc de faire paraître chez Larousse L'amour à l'épreuve du couple, un livre qui pose des questions en plus qu'il ne propose de réponses. Pour l'avoir lu, David Simard, bonjour. Bonjour Michel. Et merci d'accepter de philosopher un peu avec nous ce soir. Alors exercice un peu ardu, en tout cas impressionnant que de parler de ce sujet, l'amour. Qu'est-ce qui vous a motivé vous dans l'écriture de ce livre-là, L'amour à l'épreuve du couple? En fait, ça fait quand même quelques années que je travaille sur les questions de l'amour, du couple, de la sexualité, et il manquait à ce que je fasse un livre sur ce thème-là, et l'occasion s'est présentée lorsque Larousse, le directeur de la collection Philosophie chez Larousse, qui était en train de la lancer, m'a contacté pour me proposer de faire ce livre, de faire un livre dans sa collection. Donc il vous connaissait? Oui. Il connaissait votre... on se connaissait à travers d'autres ouvrages. Oui. D'accord. Alors, il est vrai que vous avez également participé à des revues sur la sexualité. Vous avez traité notamment de différents sujets et aussi collaboré, on en reparlera, à des différents dictionnaires sur la pornographie et sur la mort, des sujets essentiels dans la vie, s'il en est. En tout cas, la mort, l'amour, c'est ce qui compte. La pornographie, je sais pas, c'est autre chose. Comment c'est venu ces collaborations-là à ces dictionnaires? En fait, moi j'étais plutôt orienté philosophie politique au départ. Ah, vous avez changé radicalement. Oui, j'ai changé, mais je garde quand même cette dimension-là en arrière-fond de mes questions, même sur les rapports entre les hommes et les femmes. Il y a aussi une question politique là-dessus. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser quand même à la question de la sexualité, en me demandant comment philosophiquement on pouvait traiter de cette question-là. C'est pas quelque chose qui est traité de manière courante en philosophie. C'est traité de manière sociologiquement, médicalement, mais alors philosophiquement. Alors justement, psychologiquement. Vous avez la réponse alors? Comment on traite philosophiquement de la sexualité? Eh bien, en fait, il faut problématiser comme on problématise. C'est ça. En philosophie. En terminale, on posait le problème. Quel est le problème? Alors, quelle est la question? Alors la question sur c'est pas la sexualité seulement, c'est dans les relations amoureuses de manière plus globale. Il n'y a pas une question unique à travers les âges, mais il y a une question qui se pose aujourd'hui sur le fait qu'on fonde les couples sur l'amour, et ça donne un certain nombre de ruptures, de divorces. Et donc là, il y a ce qui veut dire qu'il y a un problème. On fonde les couples sur quelque chose qui peut-être n'est pas fait pour durer. Oui. Donc ça, c'est un constat effectif. Aujourd'hui, on fonde donc le couple sur l'amour. Ça n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est fondé sur une étude, etc. Oui. Donc d'accord. Donc ça, c'est une donnée un peu scientifique entre guillemets. Oui, sociologique. Oui, voilà, sociologique. On le fondait sur quoi autrefois? Alors avant qu'on le fonde sur l'amour? C'était arrangé le plus souvent. Les mariages étaient arrangés. Il y avait les familles qui intervenaient pour décider, en gros, avec qui vous alliez vous marier, parce que ça permettait d'accroître son domaine, d'accroître ses richesses, etc. Il y avait une reproduction de classe, en fait, qui était très présente. Et finalement, les relations, les mariages, parce que d'ailleurs, le mot couple lui-même, c'est un mot moderne. Avant, on disait mariage. Aujourd'hui, on dit couple parce qu'on peut concevoir une relation de couple hors mariage aussi, mais avant c'était les mariages, et les mariages étaient téléguidés en quelque sorte par l'appartenance de classe sociale, avec
des objectifs de pérenniser, pérenniser, voilà. Pas sentimentaux. Est-ce que c'était mieux pour autant? Donc certes, en chiffres, on divorçait sans doute moins. Voilà. Oui. On serrait les dents et on restait, c'est ça en gros? Oui. Bon, alors qu'est-ce qui... Des fois, ils pouvaient même tomber amoureux. À la bonne heure. Ou pas d'ailleurs. Ou pas. Alors, qui êtes-vous, David Simard, pour quand même nous parler d'amour? Alors, vous connaissez le sujet puisque vous avez été marié, amoureux sans doute, divorcé aussi. Alors, on dit que ce sont les cordonniers les moins bien chaussés, mais on n'attend pas de vous que vous soyez un homme parfait. Mais non. Est-ce que votre expérience personnelle vous sert dans votre réflexion? Ou est-ce que finalement vous êtes tellement touché affectivement que ça peut pas entrer en ligne de compte dans votre réflexion pure? En fait, ça a été un déclencheur. Ma vie personnelle a été un déclencheur. J'avais commencé à m'intéresser, je vous dis, aux questions de la sexualité, de l'amour, etc. avant mon divorce. Mais avec le divorce, je me suis trouvé dans un événement dans lequel qui est devenu commun, qui est devenu banal, qui est représentatif de ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans notre type de société. Mais pour moi, à titre personnel, ça a été un déclencheur. J'ai voulu m'interroger plus profondément sur ces questions-là. C'est ça qui m'a amené, du coup, aussi à m'intéresser à la psychologie, parce qu'avant, j'étais la philosophie, pas dans le domaine de la psychologie du tout. Et puis, oui, ma vie personnelle a été une espèce de tremplin, d'une transformation, si vous voulez, de quelque chose qui était douloureux, comme une rupture, pour en faire quelque chose de positif et qui, moi, allait permettre de mieux comprendre ce qui s'était passé. Mais après, je suis philosophe et je reste philosophe, c'est-à-dire que m'intéresser à mon cas personnel, c'est une chose, mais pour moi, ça présente un intérêt si on cherche quelque chose d'universel, qui est la quête du philosophe, essayer de trouver quelque chose qui soit valable pour tout le monde. Ah oui, vous cherchez carrément le E égale MC2 de l'amour. Non, alors. Pas non plus. Alors, mais pas loin quand même. Vous êtes en train de dire ça, oui. Non plus, mais quand même pas. Le dénominateur commun, le trop commun de l'amour chez tous les hommes. À une époque donnée, dans une société donnée, nous avons une culture commune. Voilà, nous avons une culture commune. Donc il y a des choses communes, même si chacun après a son histoire, a son parcours, mais il y a quand même un fond commun culturel qui fait qu'on peut analyser les choses d'une manière générale. David Simard, philosophe, psychosexologue, orléanais, il est mon invité dans Portrait d'ici. À 17h20, je reçois David Simard dans Portrait d'ici. Il est philosophe, il est psychosexologue. Et du haut de ses 39 ans, il va nous poser les bonnes questions. Habituellement, c'est moi qui pose les questions et les invités répondent. Là, avec un philosophe, il faut s'attendre à pas avoir trop de réponses, en fait, véritablement. Dans votre livre qui vient de paraître aux éditions Larousse chez Larousse, L'amour à l'épreuve du couple, ce sont beaucoup de questions que vous posez, en fait, non? Oui, c'est-à-dire comme je le disais tout à l'heure, en philosophe, on problématise. Et on problématise en fait à partir de la vie quotidienne, de la vie réelle, de situations concrètes. Et donc ça consiste à porter un œil sur les problèmes d'une certaine manière qui va faire qu'on va essayer de décrypter ces problèmes. C'est plutôt ça d'abord, étape de la philosophie. On peut apporter des réponses ou des orientations mais c'est pas un guide. Il y a pas on fait pas un guide avec la philosophie, quoi. Est-ce qu'au bout du bout, vous cherchez à comprendre, à donner un sens presque scientifique, mathématique à tout ça? Est-ce que vous cherchez, si c'est par exemple biologique, il y a eu ce genre de questions, ça peut se poser. Est-ce que l'amour c'est biologique? L'amour, non, pour moi l'amour c'est pas biologique. Maintenant, ça se passe pas du corps non plus, donc il y a quand même une dimension biologique, corporelle, charnelle qui est là. Et puis bon, il y a les phéromones, etc. Mais tout ça, je dirais, le corps n'exprime rien si on l'isole de l'environnement. Donc de l'environnement social, de l'environnement culturel, de l'environnement familial, donc qui implique aussi un niveau psychologique. L'amour, c'est quelque chose de psychologique qui est pris, dans une construction d'ensemble. Et le corps, dans tout ça, le biologique, le génétique, on entend un tas de choses à ce sujet-là qui sont des raccourcis. Ça ne peut pas être pris isolément.
On n'est pas déterminé biologiquement, génétiquement à être porté vers telle ou telle personne ou tel type de relation. Alors, donc, ça veut dire qu'on est des êtres sociaux. Alors, Oui. justement, socialement parlant, c'est le cas de le dire en ce moment, l'amour est jeté en pâture un petit peu voilà, au grand public via les médias, via la presse, ou féminine ou masculine d'ailleurs. Bref, ça devient un vrai produit en quelque sorte, avec tout autour des recettes. On fait des tests, on propose des recettes miracles pour s'aimer mieux, plus longtemps. D'où ça vient? Ça, c'est récent aussi comme phénomène, non? C'est-à-dire qu'on est dans une période, comme je le disais tout à l'heure, où il y a des problèmes, où il y a des séparations, oui, c'est ça que ça traduit. Où il y a des, disons que c'est l'occasion du coup. Il y a des problèmes, des séparations, des ruptures, des gens qui se demandent s'il faut qu'ils restent ou pas dans leur couple, dans leur relation, qui se posent plein de questions, qui ressentent des choses contradictoires et qui ont envie un petit peu de d'avoir des guides, qu'on les oriente, Mais pourquoi qu'on on leur les donne cherche des là? On repères. les a pas ailleurs en fait. On devrait avoir quoi comme guide si on n'avait pas les médias ou la presse? En fait, c'est surtout que je dirais plutôt que la question se pose à partir du moment où il y a une attente Oui. de guide, où il y a une attente d'orientation, de conseils, etc. Ça crée un marché. Ça crée un marché et donc il y a tout un tas de produits, ce sont des produits pour moi, qui prétendent apporter des solutions, qui prétendent apporter des recettes, comment faire durer son couple, etc. Et en fait, ça fait quand même un petit moment maintenant que ce marché existe. Que ce soit dans la presse magazine, que ce soit au niveau de l'édition, et finalement ça n'a pas fait baisser les séparations. Donc c'est vain. Mais ça répond à une attente, mais en fait ça répond à une attente de manière fausse, de manière erronée, parce qu'il n'y a pas de réponse facile à toutes ces questions. Il faudrait questionner qui, peut-être de préférence ses propres parents, peut-être pour savoir comment ça marche dans un couple, ou un docteur, ou le curé, ou qui sais-je, que sais-je. Alors on peut voir ça avec un philosophe, on peut voir ça avec un psychologue. Ouvrir un cabinet de philosophie. Voilà, mais simplement ça n'apportera pas des réponses toutes faites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut laisser tomber. C'est quelque chose qu'il faut laisser tomber. C'est ça. Il faut arrêter de chercher la recette miracle. Est-ce qu'on se rend malheureux à vouloir chercher cette recette miracle de l'amour qui dure parfait toujours? On se met des bâtons dans les roues tout seul finalement. Disons que si on rêve d'un amour parfait, on place la barre tellement haut qu'on ne peut aller qu'à l'échec. Ouais. Mais le problème d'aujourd'hui, enfin depuis quelques dizaines d'années, en fait, c'est qu'on a le choix. C'est qu'on est plus libre qu'avant. Que faire de ça? Avant, quand les mariages étaient arrangés, voilà, toutes ces questions se posaient pas parce que de toute façon, on choisissait pas. Donc on était infantilisé et maintenant on est responsable. Maintenant, on est responsable et ça, c'est angoissant d'être responsable. Oh, j'aurais pas dû venir, c'est affreux tout ça. En tout cas, voilà, vous êtes bien placé pour savoir ce qu'est le mariage puisque vous l'avez vécu vous-même. Est-ce que vous serez capable de remettre le couvert un jour d'après vous, au vu de votre propre expérience? C'est très personnel comme question. Hein. Oui, je l'exclus pas. Ne sais pas, vous pouvez cocher oui, non. Je ne sais pas. Je l'exclus pas. D'accord. On poursuit cette conversation. Il y a fort à dire sur l'amour, la sexualité, le couple avec David Simard, philosophe orléanais et psychosexologue. Dans Portrait d'ici, un philosophe, une fois n'est pas coutume, qui plus est, il est orléanais, c'est David Simard. Vous verrez son nom au bas de son livre chez Larousse. Il vient de paraître le mois dernier. L'amour à l'épreuve du couple. Alors il y a le mot épreuve, déjà ça en dit long sur l'état d'esprit, puis le constat aussi. Oui. Si c'est si difficile, pourquoi continue-t-on finalement? Et pourquoi est-ce que l'expérience de nos prédécesseurs, nos aïeux, ne nous sert pas? L'expérience de nos aïeux, d'abord, elle est pas si ancienne que ça, puisque ça fait quand même que quelques dizaines d'années que les divorces explosent, surtout à partir des années 70 en France. Et puis, il y a une quête. Enfin voilà, on court après quelque chose avec cette histoire d'amour et quelque chose de comblant, quelque chose qui va répondre à toutes nos attentes. Et ça, c'est difficile de se séparer de ce rêve-là. Est-ce vous avez dit le mot comblant, ça veut dire que dans le pendant, il y a du vide, quoi. Est-ce que dans une société qui est quand même pleine de vacuité, ou je sais pas si elle est davantage qu'autrefois d'ailleurs, mais bon, est-ce qu'on a davantage encore besoin d'amour pour se remplir de manière plus forte encore parce que c'est vide à côté, vide de sens, vide de valeur? D'abord, comme disait Nietzsche, Dieu est mort.
Donc ça fait un vide. Oui. Vous y croyez à ça, vous? Que Dieu est mort? Ouais. Non, mais que ça fait un vide. En tout cas, la façon dont j'analyse la place qui est donnée aujourd'hui par notre société à l'amour, c'est un peu comme si on voulait remplacer Dieu, c'est-à-dire retrouver quelque chose d'absolu. Ayant perdu Dieu, il y a des gens qui croient toujours en Dieu, mais enfin, on n'est plus dans une société comme avant où la société était fondée sur la croyance en Dieu. Là, c'est plus le cas. Voilà, il y a une quête d'absolu, et pour un certain nombre de gens, l'amour est cet absolu, puisque justement être comblé, c'est accéder à quelque chose d'absolu.